qu'on pense immédiatement au cousin, au boucher, à la femme infidèle, à l'inspecteur Laverdin, à la fleur du mal, à Que la bête meurt. Bref, Claude Chabrol, à tous vos films, à 50 films, mais aussi et surtout à votre thème central, la bourgeoisie. Oui, j'ai fait un petit calcul que sur les 50, il y en avait 21 qui traitaient directement de la bourgeoisie. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Donc effectivement, c'est le milieu que je connais le mieux. D'où vous êtes sorti, plus ou moins? Oui, Famille bourgeoise. Je suis d'une famille de bourgeoisie moyenne qui rêvait de devenir grande bourgeoise, bien entendu. Et vous dites d'ailleurs que cette bourgeoisie est en fait une des composantes les plus essentielles de la vie en France, et c'est pour ça que vous l'avez traitée. Ah oui, c'est-à-dire que enfin, mais même, bon, ça, elle a d'autres noms dans upper middle class, enfin des trucs comme ça dans les pays anglo-saxons. Mais c'est un fait que c'est la seule classe qui existe encore en tant que telle et qui tienne à exister en tant que telle, qui tient à se délimiter, et qui tient à se perpétuer. Donc, et en plus, c'est elle qui dirige malgré tout. C'est la classe bourgeoise qui est à la tête de l'économie et de la politique. C'est Flaubert, c'est l'amour de Flaubert qui vous a amené à ça, ou de toute façon, vous y alliez? Et je pense que j'y allais. Flaubert ne m'a pas donné l'envie d'aller ailleurs. Et le simple fait... Je n'ai jamais réussi à savoir si c'était Flaubert qui m'avait amené à la bourgeoisie ou la bourgeoisie à Flaubert. Mais toujours est-il que les deux, pour moi, sont les deux mamelles de mon inspiration, pratiquement. Enfin, l'antiromantisme de Flaubert, ça c'est capital, et puis ce milieu bourgeois qui est, à mon avis, passionnant, quoi. Ouais. Parce que toutes les passions, tous les vices, toutes les vertus, toutes les mesquineries, toutes les médiocrités... Il y a tout, il y a énormément de qualités, il y a encore un petit peu plus de défauts, ce qui est épatant d'un point de vue dramatique. Bon, s'il y avait trop de qualités, ce serait embêtant. Alors, il y a un petit peu plus de défauts que de qualités, mais les qualités permettent, d'une certaine manière, de rendre hommage aux défauts. Ouais. Et puis il y a la bêtise aussi. Là, elle n'est pas seulement bourgeoise. Oui. La bêtise, dans votre œuvre, la bêtise compte. Oui, parce que je pense que c'est Moi, je crois beaucoup au bonheur, contrairement à certains auteurs. J'ai lu avec stupéfaction qu'il y avait des écrivains qui trouvaient que le bonheur n'était pas intéressant. Je les plains. Bon, moi, je crois beaucoup au bonheur. J'essaie d'être heureux dans la vie. J'essaie de ne pas la louper, on n'en a qu'une. Et je pense que la bêtise est un des éléments, un des facteurs les plus importants dans l'absence de bonheur des gens. Parce que l'imbécile heureux, j'y crois pas beaucoup. J'ai dit un mot d'ailleurs tout à l'heure, vous n'avez pas relevé, quand j'ai dit dans votre œuvre, et vous détestez le mot œuvre. Ah oui, j'aime pas le mot œuvre, oui. Mon œuvre, oui, parce que vous avez dû le dire rapidement. Oui. Bon. Oui, non, j'aime pas le mot œuvre. Mais en même temps, j'aime pas le mot œuvre et en même temps, c'est vrai que je n'ai pas l'impression que chaque film ait une importance définitive en soi. Bon. Il faut qu'il soit esthétiquement correct, mais je veux dire, j'ai jamais eu envie, et je n'ai surtout pas envie de faire un chef-d'œuvre, comme on dit, c'est-à-dire de faire un objet tellement magnifique que l'on redoute l'objet suivant. Ouais. Et je préfère accumuler, quoi. Mais il y a beaucoup d'écrivains qui ont été comme ça. Balzac était comme ça. Bon, je vais pas me comparer, hein. Mais Simenon était comme ça. Enfin, oui, sauf que c'est les prolifiques. Voilà, mais oui, vous êtes en train de me parler. Bien sûr, il n'y a pas de comparaison. De toute façon, c'est de la littérature, mais vous êtes en train de parler de gens, Balzac, Simenon, qui, comme vous, accumulent effectivement des scènes, des observations, des récits et des drames. Et vous aimez le récit policier, souvent.
Oui, j'aime le récit policier, c'est pas moi qui l'aime, c'est le spectateur. En général, je me suis aperçu qu'on n'est jamais sûr d'intéresser les gens. Et que quand on traite un sujet policier, finalement, c'est très rare que le spectateur se dise j'ai perdu complètement mon temps parce qu'il a été un petit peu intéressé. Un crime, c'est quand même... ça vous secoue quand même un petit peu. C'est intéressant. Même si on en voit beaucoup. Le mal, c'est intéressant. Oui, le mal, c'est intéressant. C'est infiniment plus facile à traiter que le bien, mais le bien, c'est très difficile. Moi, je n'oserais pas. Mais le mal, on peut le triturer un peu et arriver au bien par la soustraction, quoi. C'est la découverte du mal dans le cinéma qui vous a amené à faire du cinéma. Les premiers films qui vous ont captivé comme ça, quand vous étiez gamin. Alors, il y a eu deux choses. J'essaie de retrouver le fil. J'ai essayé de retrouver le fil, de savoir comment il s'était fait que j'ai eu envie de faire des films. Le premier truc, ça a été un film que j'ai vu à l'âge de 4 ans et demi, qui était Anthony Adverse, qui est un petit film de Mervyn LeRoy, enfin ça, mais qui a eu une importance considérable pour moi parce que il me montrait sur un écran le contraire de ce que mes parents m'affirmaient. C'est-à-dire que le bien n'était pas toujours récompensé, que la beauté n'était pas la clé du triomphe et tout ça, puisque dans ce film, au début, il y avait un très beau jeune homme qui était amoureux d'une très belle jeune femme, laquelle très belle jeune femme était l'épouse d'un barbon épouvantable qui s'appelait Don Luis, je me souviens. Et Don Luis se battait en duel avec le Godluro. Et le Godluro était en train de battre Don Luis, qui est un vieillard, et puis d'un seul coup, la fille apparaissait au balcon, lui, la voyant, était ébloui, et l'autre en profitait pour l'embrocher. Et je me dis, ça représentait exactement le contraire de tout ce que j'avais appris. Alors ça m'a travaillé pendant longtemps, ça m'a permis d'avoir des doutes énormes sur les certitudes. Et avoir des doutes sur les certitudes, c'est déjà ne plus en avoir. Bon. Et avoir des certitudes sur le doute. Oui. Et par contre, j'ai une certitude du doute, oui. Et puis, alors ensuite, j'ai eu un choc après la guerre, parce que mes parents m'avaient envoyé en Creuse pendant la guerre. Donc, quand je suis rentré, je me suis aperçu que le cinéma était une chose que j'adorais. Et j'ai vu dans un ciné-club le Testament du Docteur Mabuse, et la première bobine du Testament du Docteur Mabuse a été pour moi une révélation définitive. Je suis devenu fou, je me suis levé dans la salle, enfin j'étais dans une espèce de semi-transe. Après je me suis rassis. Qu'est-ce qui vous mettait autant en transe? C'est un film de Fritz Lang, il faut le préciser. C'était à la fois la perfection de ce que je voyais, l'extraordinaire clarté du message et l'intensité de la dramaturgie. Il y avait tout. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la première bobine, enfin du début du Testament du Docteur Mabuse. C'est un type qui est caché dans une espèce en fait, on apprend que c'est une imprimerie qui fait un bruit qui fait boum, 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 comme ça. Et il y a des gens qui entrent, lui se camoufle comme il peut, et puis d'un seul coup, il y a son pied qui dépasse, les autres le voient, font semblant de ne rien faire, sortent de la pièce, lui, se croyant libre, sort, et là, il est traqué dans la rue entre un camion d'un côté et des tonneaux de l'autre, et il finit par exploser. C'est absolument fantastique. Ah oui. Et donc là, le goût du récit, le dramatique, c'est ça. Le sens de l'image, c'est ça. Le montage, tout ça. Tout ça m'a fasciné, et je me suis dit, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Ouais. Alors, bon, finalement, j'avais 16 ans à l'époque, donc j'ai attendu 11 ans avant de faire mon premier film. Et pendant ce temps-là, à part aller au cinéma énormément, j'ai pas cherché à être assistant ou à faire des trucs comme ça. C'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de faire les films. Ouais. Oui, vous dites d'ailleurs qu'il n'y a pas tellement besoin d'être assistant. On peut apprendre à faire du cinéma en 4 heures, dites-vous. Ah ben, c'est les petits trucs nécessaires, oui, ça s'apprend très vite. Ce qui est plus après, ce qui est plus compliqué, c'est de savoir comment, avec les instruments finalement complexes mais maniables que l'on a,
comment réussir à exprimer de la façon la plus gracieuse et la plus évidente possible ce que vous avez raconté, quoi. Voilà. Et vous dites aussi, justement, à propos beaucoup de metteurs en scène, jeunes ou pas jeunes, qu'il faut d'abord qu'ils réfléchissent avant de tourner. Ah oui, oui, ça c'est ce qui m'épate, c'est de voir énormément de films. Maintenant, je vais de temps en temps sur des plateaux et de voir des types qui hésitent, mais c'est trop tard maintenant. Ils auraient dû réfléchir avant. Pour envisager les solutions possibles, envisager les acteurs en fonction des solutions qu'ils avaient trouvées et éventuellement trouver d'autres solutions si les acteurs se dévient un petit peu ou être capable de ramener les acteurs sur le chemin qu'ils veulent. Je veux dire, c'est un boulot qu'il vaut mieux faire avant parce que sinon on perd un temps fou. C'est surtout qu'on perd du temps. Voilà. Et le boulot dont vous parlez, ça commence quand même et avant tout par la chose écrite. Hein. Il faut d'abord écrire un scénario. Il faut écrire le scénario. Il faut même, quand on écrit le scénario, dans la mesure du possible, essayer de le calibrer, à la limite presque de le minuter. C'est ce que vous faites, je crois. Moi, c'est-à-dire que j'ai une combine, j'écris toujours à la main, toujours avec l'espèce de grosses pattes de mouche, je dirais. Avec un stylo ? Avec un stylo. Et j'écris sur alors je vais faire de la publicité, là, c'est pas très grave, sur des grands cahiers Clairefontaine à petits carreaux. Et chaque page fait entre 1 minute 10 et 1 minute 20. C'est ça. Et donc, je peux calibrer, quoi. Donc vous savez, au bout de 70 pages, vous avez 1 heure de film. Voilà, c'est ça, oui. J'ai un peu plus d'1 heure de film. J'ai 82 minutes, 81 minutes de film, 70 pages. Le 1h30 me fait environ 82, 83 pages. Alors vous parliez du choix des acteurs, c'est évidemment très important, et vous dites aussi une chose très intéressante, parce que ce mot direction d'acteur, qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Et vous dites on ne dirige pas les acteurs. Oui, parce qu'on peut les diriger, mais ça risque de ne pas être bien. On suggère. Oui, ça risque de ne pas être bien. Il y avait je recommande de regarder un film d'Autant Lara qui s'appelle « Vive Henri IV, vive l'amour ». Alors, Vive Henri IV, vive l'amour est un film où Autant Lara avait... Le film n'est pas très bon, mais enfin, c'est pas ça le problème. Il avait utilisé tout un tas de comédiens peu connus à l'époque, soit semi-amateurs. C'était un chansonnier, Francis Claude, qui jouait Henri IV, par exemple. Et il y avait d'autres... Et alors, ce qui était très amusant en voyant ce film, c'est que tout le monde parle de la même manière. Pourquoi ? Et tous parlent un peu faux, et tout un peu faux de la même manière. Pourquoi ? Parce que enfin, Autant Lara, marchait à l'indication, c'est-à-dire qu'à l'intonation, il disait « Bonjour, monseigneur ». Alors, il fallait qu'on dise « Bonjour, monseigneur ». Et l'autre répondait « Vous, ici ?» Et l'autre devait dire « Vous, ici ?» Alors, finalement, tout le monde parlait comme Autant Lara. Tout le monde avait les intonations d'Autant Lara. Ben oui, parce que sinon, il faisait recommencer, il était terrifiant. Et le résultat... Alors, quand il avait des acteurs en béton, style Gabin ou tout ça, bon, là, ça, il pouvait difficilement leur donner des intonations. Mais sinon... ce Vive Henri IV, vive l'amour est un film qui a une caractéristique, c'est le film le plus mal joué de l'histoire du cinéma, sans que ce soit la volonté des comédiens, dont certains étaient excellents. Mais vous, votre approche du comédien, c'est, vous le dites, d'abord il faut les respecter. Hein. Oui, ce sont les gens qui vont transmettre ce que vous voulez dire quand même. Alors, et même avec un peu de chance, ils pourront le transmettre mieux que ce que vous aviez imaginé. Mais j'ai lu quelque chose de très joli, parce que sur un rôle que joue, je crois, Jean-Pierre Cassel, vous lui dites simplement, écoute, ce type, c'est quelqu'un qui est si peu sûr de lui qu'il se tâte tout le temps. Oui, c'est ça, il se tâte tout le temps. Oui, c'était dans La Rupture, oui, parce que c'est un personnage de saligo absolu. Et Jean-Pierre, à l'époque, maintenant il en a fait pas mal de sales types. Mais à l'époque, c'était le farfelu de Broca, quoi. Et je lui ai dit, alors il me disait, mais dis-moi un truc. Alors je lui ai dit, écoute, il se tâte sans arrêt pour être sûr qu'il existe, parce que il se remplit de tout ce qui arrive, et comme ce qui arrive c'est de la haine, il se remplit de haine et tout ça. Alors
il a compris ça tout de suite et il n'y a pas besoin de donner des indications. Même sur la manière d'ouvrir les portes, ils savent les ouvrir. Les comédiens, ils sont comédiens, c'est leur boulot. Ils savent les ouvrir de cette manière. J'ai fait une autre expérience assez marrante, c'était quand j'ai adapté Madame Bovary, le gros problème, je voulais être complètement fidèle à la virgule à Flaubert, mais en même temps, le bouquin fait 400 pages, donc j'étais obligé de supprimer drastiquement certains éléments. Alors, j'avais, pour être fidèle, bizarrement, alors j'avais supprimé toute la première partie qui est l'enfance et l'adolescence de Charles Bovary avant qu'il rencontre Emma. Mais par contre, j'avais dit à Jean-François Balmer, qui joue le rôle, je lui ai dit, cette première partie, tu la lis, tu la relis, tu t'en pénètres. Et finalement, il était devenu Charles, c'est-à-dire que tout ce qui était Charles, tout ce que Flaubert décrivait de Charles dans la première partie, il l'avait en lui, il était là. Et ça a très bien fonctionné. Alors ça, oui, ça je veux bien, j'accepte que ça soit la direction d'acteur. Mais sinon... les acteurs, c'est trop merveilleux quand ils vous épatent, quand j'ai fait La Fleur du Mal, là j'ai été épaté parce que c'était des comédiens avec qui j'avais pas travaillé, et pouf, je me suis trouvé avec des gens avec qui j'étais en parfait synchronisme, c'est-à-dire qu'ils comprenaient ce que je ne leur disais pas, quoi. Ça, c'est joli. Ben oui, c'est formidable. Ah, c'est très joli. Vous dites aussi, par rapport même pas seulement au cinéma, par rapport à votre vie et à la vie, l'important, c'est la lucidité. Oui, j'y crois beaucoup. Je crois que c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ben c'est le contraire du romantisme. Hein. Oui. C'est que il faut essayer de voir le mécanisme des choses, de le comprendre, le mécanisme des choses. D'abord pour éviter d'en être prisonnier, de se faire piéger, comme on dit. Et puis aussi... pour vous permettre de profiter de tous les moments de clarté qui existent, parce que la vie a des moments complètement lumineux, mais pour pouvoir les sentir, il ne faut pas croire que sont lumineuses des ténèbres épouvantables, en essayant de se dire mais c'est pas si terrible que ça. Quand c'est terrible, c'est terrible. Quand c'est lumineux, c'est lumineux. Alors la lucidité, c'est ça, c'est-à-dire de savoir quand on est dans la tempête ou quand on est en plein soleil. Ça signifie l'équilibre aussi. Oui, c'est plus prudent, oui. Ouais. Vaut mieux être équilibré, sinon on se casse la gueule, c'est bien connu. Vous avez un humour et un sens de la dérision très fort quand même, hein. Vous le mettez dans tous vos films. Oui. J'ai de la dérision envers moi-même déjà, énormément, et beaucoup plus qu'on ne croit même. Ça vient d'où? Je n'ai pas d'ego. Ça vient d'où, ça? C'est l'enfance? C'est les 5 années passées seules pendant que votre père était parti faire de la résistance? Quand vous vous êtes construit tout seul? Non, parce que là, bizarrement, oui, non, mais c'est vrai que j'étais seul, mais non, c'est surtout... ça a été surtout ma petite école, ma petite érudition personnelle que j'ai fait pendant ces 4 années-là. Non, je crois que ça vient tout simplement du fait que j'étais fils unique et mes parents avaient beaucoup de doutes sur mes capacités mentales parce que au tout départ, ma mère avait eu un accident pendant qu'elle était enceinte. Mon père aussi, d'ailleurs, ils avaient été asphyxiés par le gaz. Enfin, on croyait que je n'allais pas vivre et puis on a cru que j'allais être gaga. Enfin, des choses terribles. Et c'est vrai que les premières années, mes parents me soignaient beaucoup. J'en profite. Bon, je savais en profiter, mais pas trop. Et je passais mon temps à regarder par je me souviens très très bien. Hein, on habitait avenue du Général Leclerc, avenue d'Orléans à l'époque, et au-dessus de la pharmacie de mon père. Et je regardais par la fenêtre et j'avais 2 doigts dans la bouche et je tortillais les choses comme ça. Et alors, mes parents disaient, le pauvre enfant, c'est le gaz. Et jusqu'au jour où ils se demandaient ce qu'était devenu telle ou telle voisine, et je leur ai expliqué qu'elle avait été, le matin, elle avait été là et là, elle avait été acheter des oranges à la marchande de 4 saisons, il y a des marchandes de 4 saisons à l'époque, elle était ensuite allée aux 100 000 chemises, et puis...
Alors, ils avaient été épatés, puis après, il y a eu le coup du phono, où je les ai encore plus épatés, puisqu'ils ont cru que je savais lire avant de savoir lire, parce que j'avais repéré que les titres étaient de longueurs différentes, donc je pouvais mettre « J'ai du bon tabac » ou « Il pleut bergère », c'est-à-dire je ne me trompais jamais. Et puis, j'ai réparé le phono quand il était cassé. Alors là, ils ont été... Alors, et j'en ai profité largement, tout en rigolant de moi-même, parce que je savais que j'étais un escroc. C'était un pur hasard si j'avais réparé le phono. Et j'avais un truc, bon, c'était comme un prestidigitateur, quoi. Et ils étaient très impressionnés. Alors là, j'en ai profité très largement. non, il n'y a pas eu de séquelles mentales. Oh, il a dû y en avoir, mais mais je les ressens pas, quoi. Peut-être que ça a été très bon, finalement. J'aurais été abruti s'il n'y avait pas eu le gaz. Mais donc, ce que vous dites, quand vous dites je me moque de moi-même, en fait, et je n'ai pas d'ego, ça explique aussi pourquoi aujourd'hui, quand on évoque devant vous cette espèce de mythe, hein, en gros, de la nouvelle vague, en même temps, c'est pas tout à fait un mythe, ça a eu lieu, vous avez tendance à balayer tout ça un peu. Ben, je le balaye pas, mais c'est vrai que la nouvelle vague, comme on dit, c'est très vague, et c'est pas trop à quoi ça correspond. Je me souviens, il y a une photo admirable d'un colloque de la nouvelle vague à la Napoule. À la Napoule, oui. Oui, oui, où il y a... Bon, alors il y a les gens qu'on connaît, mais on est 36 quand même. Et donc, il y en a 30 qui sont d'illustres inconnus, dont un qui faisait des pornos marseillais, qui s'appelait Louis Félix, et que Truffaut appelait Félix le Chaud. En fait, vous étiez quand même, et aussi des copains, Oui. qui aviez décidé de secouer légèrement le cocotier du cinéma français et de faire votre place. Oui, d'abord, oui, mais on était tout disposés à laisser des places aux autres. D'ailleurs, ça m'a toujours fait rigoler quand les types ont dit qu'ils ont été bousillés par la nouvelle vague. Il y a beaucoup de machins. Or, si on voit leur filmographie, à notre grande stupéfaction, c'est parce qu'ils ont fait plus de films après 57 qu'avant, ou après 58 qu'avant. Donc, tout ça, c'est du bidon. Simplement, cette espèce de règne d'une espèce de médiocrité compassée qui existait, qu'on peut le tortiller dans n'importe quel sens, qui était là, c'était très difficile à supporter. Il y avait de cinéastes plaisants, enfin agréables, gracieux. Il n'y en avait pas beaucoup. Bon, à part Renoir, bien sûr, ou Ophuls, ou Becker, ou tout ça, c'était... De temps en temps, il y avait un type qui faisait un film comme ça, et puis il a été broyé par la machine. C'était une espèce de sous-machine hollywoodienne. C'est une espèce de médiocrité presque systématique. Mais je crois que je suis le plus sévère sur ce cinéma des années 45-58. Et donc, vous ne l'avez pas non plus complètement effacé, puisqu'aujourd'hui, il y a un retour au noir et blanc, à ces grands auteurs, entre guillemets, enfin... à ces metteurs en scène. Oui, mais enfin, non, mais il y a retour. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a retour au bon. C'est-à-dire que bon, on avait été assez injuste, faut dire la vérité. C'est-à-dire qu'on avait foutu dans le sac des gens qui étaient quand même estimables, très estimables même comme Clouzot. Bon, Le Corbeau est un film absolument magnifique, qui est des orfèvres aussi, il n'y a aucun doute là-dessus. Comme même La Traversée de Paris d'Autant-Lara est un film tout à fait superbe, mais Le Blé en herbe est une merde infâme, et ainsi de suite. Simplement, il n'y a qu'à les voir. En les voyant, on se dit, bon, ben, on voit ce que c'est, quoi. Je vais terminer sur un pourquoi, parce que c'est la tradition de cette émission, et ça peut provoquer d'autres pourquoi selon votre réponse. Vous avez dit récemment, j'ai jamais eu de chagrin d'amour. Et c'est une grande douleur pour moi et j'en pleure parfois. C'était de la dérision, ça aussi? Pourquoi? Non. Alors, je n'ai jamais eu de chagrin d'amour, c'est vrai. J'en pleure parfois, là oui, ça c'était de la dérision. Mais en fait, non, parce que je me demande si j'ai vraiment un cœur, mais oui, je crois, parce que j'ai des bonheurs d'amour. Donc, je dois avoir un cœur, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu de chagrin d'amour. Mais ça me manque certainement. Pourquoi? Ça me manque parce que je suppose que cette forme de chagrin doit vous apporter peut-être
un petit spot supplémentaire dans votre lucidité, c'est possible. Mais pas romantisme. Ah, j'avais ça c'est épouvantable. C'est ce qu'il y a de pire, mais là-dessus, je suis comme Gustave, je tire à vue. Gustave Flaubert. Oui. Vous tirez à vue. Oui. Pourquoi ? Parce que le romantisme, c'est une vie rêvée qui ne correspond pas à une vie réelle, et tout rêve au réveil risque d'entraîner des catastrophes épouvantables. Le bonheur, c'est quand même une chose indispensable dans la vie. Je veux dire, si on ne vit pas pour être heureux, pourquoi vit-on ? Enfin, Merci. Je vous en prie.